Il y a des moments dans la vie qu'on n'imagine jamais traverser. On donne tout, on se dévoue, on fait de son mieux pour quelqu'un, et pourtant, on finit par être mis de côté, comme si rien de ce qu'on a fait n'avait d'importance. Je n'aurais jamais cru me sentir aussi oubliée par des gens que je considérais comme ma famille. Mais un jour, j'ai arrêté d'attendre quoi que ce soit des autres. Et quand on cesse d'attendre, les choses deviennent plus claires. Je m'appelle Michelle, j'ai 30 ans, je vis à Lyon, et je ne me suis jamais sentie essentielle dans ma famille. J'ai toujours été celle qu'on appelle quand il y a besoin, celle qui aide sans faire de vagues, mais qu'on remarque à peine. Depuis petite, tout le monde disait que j'étais mature, que je comprenais tout, que je savais me débrouiller. Alors, quand ma sœur Pauline a eu sa fille, on m'a naturellement demandé de l'aider, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. À l'époque, Pauline vivait à Toulouse avec son compagnon. Elle travaillait comme assistante administrative dans une compagnie d'assurance, et lui était livreur. Ils étaient toujours débordés, sans une minute à eux. Quand Camille est née, ils m'ont appelé en disant qu'ils avaient besoin d'aide, juste pour quelques semaines, le temps de s'organiser. J'y ai cru. Mais ces semaines sont devenues des mois, puis des années. Petit à petit, je suis devenue omniprésente. Quand Camille est tombée malade pour la première fois, c'est moi qui suis restée éveillée toute la nuit. Quand elle avait besoin d'aide pour ses devoirs, c'est moi qui m'asseyais avec elle pour tout expliquer. Quand elle avait peur de dormir seule, c'est moi qui restais à côté de son lit jusqu'à ce qu'elle s'endorme. J'ai fait tout ça avec amour, sans rien demander en retour, parce que je l'aimais sincèrement. Mais au fil des années, j'ai réalisé qu'on ne se souvenait de moi que lorsqu'on avait besoin de moi. Quand tout allait bien, j'étais invisible. Aux anniversaires, les remerciements allaient aux grands-parents, aux parents, aux amis. Moi, j'étais juste la tante. Personne ne disait que c'était moi qui l'élevais vraiment. Personne ne mentionnait que Camille criait mon nom quand elle tombait ou qu'elle était triste. J'étais comme un pilier qu'on ne voit pas, mais sur lequel tout le monde s'appuie. Malgré tout, j'ai continué. Parce que pour moi, Camille était une partie de moi. Elle me faisait des câlins, m'écrivait des petits mots, me disait qu'elle voulait vivre avec moi pour toujours. Ça me donnait la force de tenir. Dans cette famille qui me voyait comme quantité négligeable, elle était la seule à vraiment me voir. Mais ça a changé. Peu à peu, elle a grandi et s'est éloignée. D'abord, elle a arrêté de dormir à la maison, puis de m'appeler, et enfin, elle m'a traitée avec froideur, comme une vague connaissance. Au début, j'ai essayé de comprendre. Je me suis dit que c'était une phase, qu'elle reviendrait vers moi. J'ai continué à envoyer des messages, à demander de ses nouvelles, à proposer mon aide, mais les réponses étaient brèves, puis inexistantes. Un jour, j'ai passé 3 semaines sans avoir de ses nouvelles. Et quand Pauline m'a appelée, c'était juste pour me demander un service. Personne ne voulait savoir comment j'allais, juste ce que je pouvais faire. Malgré ça, j'ai gardé espoir. Je me disais que quand Camille obtiendrait son diplôme universitaire, les choses changeraient. Qu'elle se souviendrait de tout ce que j'avais fait, qu'elle m'inviterait à partager ce moment spécial. Je n'attendais pas un discours en mon honneur, juste du respect. Mais ça n'est pas arrivé. La remise des diplômes a eu lieu un samedi. Je l'ai appris par une photo sur les réseaux sociaux. Camille souriait, en toge, entourée de ses parents, de ses grands-parents, de quelques oncles et tantes. Des gens qui n'avaient presque jamais été là pour elle. Moi, je n'étais sur aucune photo. Je n'avais reçu ni invitation, ni message. Rien. Pas même un « tu nous manques », comme si je n'avais jamais existé. Ce jour-là, je suis restée assise sur mon canapé. J'ai essayé de me distraire, allumer la télé, ouvert un livre, mais je n'arrivais à rien. Mon téléphone était posé à côté de moi, comme si j'attendais encore un message. Mais il est resté silencieux. Pour la première fois, j'ai compris que ce n'était pas un simple oubli, c'était un choix. Ils avaient choisi de ne pas m'inclure. Ils savaient que j'existais. Ils n'avaient juste pas voulu de moi. Cette nuit-là, je me suis couchée tôt, mais je n'ai pas dormi. Je repensais à tout ce que j'avais fait pour cette famille, à toutes les fois où j'avais mis mes projets de côté pour eux, à tous les plans d'ITIV que j'avais abandonnés pour m'occuper de Camille. Je n'avais jamais rien demandé en retour, mais je n'avais jamais imaginé qu'un jour, je serais traitée comme quelqu'un qui ne compte pas. Et là, allongée dans le noir, en fixant le plafond, j'ai décidé que c'en était assez. Je devais m'éloigner. Pas pour attirer l'attention, pas pour faire culpabiliser qui que ce soit, mais parce que je ne voulais plus être là où je n'étais pas désirée. Le lendemain, je me suis levée tôt. La maison était silencieuse. Et pour la première fois depuis longtemps, moi aussi, je ne ressentais ni colère, ni tristesse. Juste un étrange vide. Je me suis levée lentement, j'ai pris une douche sans me presser, enfilé des vêtements propres et préparé un petit sac. J'ai pris les clés de la voiture et je suis partie sans laisser de mots, sans envoyer de message. J'ai allumé le GPS et choisi une destination au hasard. Je voulais juste m'éloigner. Après 2 heures de route, je suis arrivée dans une petite ville près de Clermont-Ferrand. C'était calme, avec quelques rues bordées d'arbres et une auberge simple au centre. J'ai garé la voiture, demandé s'il y avait une chambre libre, et on m'a donné une clé sans poser de questions. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Personne pour me demander pourquoi j'étais là. Personne pour me convaincre de rentrer. La chambre était petite mais propre, avec un lit, une table,
une chaise et une fenêtre donnant sur le jardin de l'auberge. Je me suis allongée un moment, les yeux fixés au plafond. J'ai pensé à couper mon téléphone, mais j'ai juste mis le mode silencieux. Je ne voulais entendre ni appel, ni notification. Je savais qu'un jour ou l'autre, quelqu'un remarquerait mon absence, mais ça m'était égal. Je n'avais rien fait de mal. J'avais juste besoin de temps. Je suis sortie me promener dans la ville. J'ai marché sans but pendant 2 heures, entré dans une boulangerie, acheté un café et une part de tarte, puis je me suis assise sur un banc dans un square pour observer les passants. Il n'y en avait pas beaucoup, presque personne. Et pourtant, je me sentais plus vue ici que dans n'importe quelle réunion de famille. Je suis rentrée à l'auberge en fin d'après-midi, j'ai pris une autre douche, enfilé des vêtements confortables et je me suis assise à la table avec un vieux carnet trouvé dans mon sac. J'ai commencé à écrire tout ce que je ressentais, chaque chose que je n'avais jamais dite à personne. J'ai écrit sur la remise des diplômes, sur la douleur de n'avoir reçu aucun message. J'ai écrit sur le jour où Camille m'avait appelé sa deuxième maman, et comment ça m'avait fait croire que j'étais importante. J'ai écrit sur toutes les fois où j'avais mis ma vie entre parenthèses pour elle. Et j'ai écrit sur ce que je ressentais maintenant, de la fatigue. Le temps a passé sans que je m'en rende compte. Quand j'ai regardé l'heure, il était plus de 20 heures. Je suis descendue au restaurant de l'auberge, j'ai mangé quelque chose de simple et je suis remontée dans ma chambre. Avant de me coucher, je me suis souvenue d'une scène qui ne m'avait jamais quittée. C'était lors du premier récital de Camille. Elle avait 7 ans, elle était nerveuse, terrifiée à l'idée de se tromper. Je suis restée avec elle en coulisses, je lui ai tenu la main et je lui ai dit que ce n'était pas grave si elle faisait une erreur, que l'important était d'essayer. Elle m'a regardée et a murmuré « Si tu es dans le public, ça ira ». Ce soir-là, j'ai applaudi plus fort que tout le monde. Et quand elle m'a vue, elle a souri. C'était une des premières fois où j'ai senti que je faisais vraiment une différence dans la vie de quelqu'un. Des années plus tard, tout ça semblait loin. Elle avait changé, moi aussi, et c'est peut-être pour ça que ça faisait si mal, parce que je savais que j'avais été là, que j'avais fait ma part. Et malgré tout, on m'avait mise de côté, comme si je n'avais jamais compté. Le lendemain matin, je suis partie sur un sentier qui commençait derrière l'auberge. C'était une petite randonnée qui menait à un point culminant de la ville. J'ai marché lentement, le vent sur le visage, en regardant les feuilles mortes par terre. Arrivée en haut, je me suis assise sur une pierre et j'ai contemplé le paysage. Le ciel était clair, et la ville, en bas, semblait minuscule. C'était étrange de tout voir de si loin. On réalise à quel point on court après des choses qui n'en valent pas toujours la peine. J'ai pensé à rentrer, mais ce n'était pas encore le moment. J'avais besoin de quelques jours de plus ici, besoin de respirer, de marcher, de réfléchir, besoin de me rappeler qui j'étais avant de m'effacer pour m'adapter à la vie des autres. Si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, si vous vous êtes senti oublié malgré tout ce que vous avez donné, si on vous a exclu d'un moment important pour vous, abonnez-vous à la chaîne. Ça m'aide à continuer à raconter des histoires comme celle-ci. Et si vous voulez, partagez dans les commentaires. Quel a été le moment où vous avez réalisé que vous donniez trop à des gens qui ne pensaient même pas à vous? Le 3e jour à l'auberge, je me suis réveillée plus légère. J'avais mieux dormi que les jours précédents. Pas de cauchemar, pas de réveil en pleine nuit. Juste du sommeil. Je me suis levée tôt, j'ai pris une douche, fait mon lit, et je suis descendue prendre le petit déjeuner. La réceptionniste m'a saluée avec un sourire discret, sans engager la conversation. Et ça m'a fait du bien. Avoir de l'espace. Ne pas avoir à expliquer quoi que ce soit. Juste être là, à ma manière. Après le petit déjeuner, je suis sortie marcher à nouveau. La ville était petite. Il n'y avait pas grand-chose à découvrir, mais c'était ce que j'aimais. Tout était paisible. Les gens marchaient lentement. Les petites boutiques ouvraient à leur rythme. Les voisins se saluaient sans hâte. Rien ne me rappelait la frénésie de Lyon, où tout devait être fait à la va-vite et où personne n'avait le temps d'écouter. En me promenant dans une rue pavée, je suis passée devant une papeterie. J'y suis entrée sur un coup de tête. À l'intérieur, il y avait des carnets, des crayons de couleur, des enveloppes, des blocs-notes, tout bien rangé. J'ai pris un carnet à la couverture rouge et acheté une simple plume bleue. C'était comme si je voulais commencer une nouvelle écriture. Une écriture qui parlerait de ce que je veux pour l'avenir. De retour à l'auberge, je me suis installée sur le balcon de ma chambre. Assise sur une chaise en bois, j'ai ouvert le carnet et j'ai commencé à écrire des choses que je n'avais jamais osé dire à voix haute. J'ai écrit que je ne savais plus comment faire confiance à des gens qui ne me contactent que lorsqu'ils ont besoin de moi. Que j'étais fatiguée de donner de l'attention à ceux qui ne se souviennent de moi qu'en cas de problème. Que je méritais mieux que ça. J'ai aussi écrit sur moi, sur ce que j'aime. J'aime les jours calmes, préparer un petit déjeuner sans me presser, ranger des tiroirs, écouter de la musique doucement en faisant la vaisselle. J'aime le silence. J'aime les gens sincères. J'aime savoir que ma présence est appréciée et pas juste utile. Et j'aime l'idée de construire un jour une vie où je n'aurai pas à me diminuer pour trouver ma place. Après avoir écrit, je suis restée un moment à regarder le paysage par la fenêtre. Le ciel était un peu couvert, mais toujours beau. L'herbe humide de la nuit précédente rendait l'air plus frais. Je respirais profondément, sentant cette odeur de terre mouillée
et j'avais envie de rester là plus longtemps. Puis mon téléphone a vibré. Je l'ai pris, j'ai regardé l'écran. 5 appels manqués de Pauline. 2 messages de Camille. Un message vocal d'un numéro inconnu. Probablement un autre membre de la famille. J'ai remis le téléphone en mode silencieux et je l'ai glissé dans mon sac. Je n'allais rien écouter pour l'instant. J'étais encore dans mon moment, et personne n'allait décider à ma place quand il serait temps de revenir. J'ai repris le carnet et j'ai écrit ce que j'avais ressenti en voyant ces appels. Pendant des années, chaque fois que le nom de Pauline apparaissait sur mon écran, je décrochais immédiatement. Même épuisée, même débordée. Même un dimanche matin, ça semblait toujours urgent. Comme si c'était mon devoir d'aider. Pas cette fois. Cette fois, je voulais écouter ce que mon corps me disait. Et mon corps me disait d'attendre. J'avais passé ma vie à me précipiter pour les autres. Maintenant, c'était à moi de faire une pause. En fin d'après-midi, je suis allée au bord du lac, à 15 minutes de l'auberge. Je me suis assise sur une petite plateforme en béton, les jambes dans le vide, et j'ai regardé l'eau. J'ai pensé à toutes les fois où on m'avait dit « Tu es tellement forte », comme un compliment, alors qu'en réalité, c'était une excuse pour me laisser seule face aux problèmes. J'avais toujours cru qu'en me donnant à fond, les gens finiraient par le voir. Qu'un jour, quelqu'un dirait « Merci pour tout ce que tu as fait », mais ça n'est jamais arrivé. Et j'avais fini par accepter ça comme normal, comme si être oubliée faisait partie du rôle de celle qui prend soin. Maintenant, je voulais apprendre à faire autrement. Pas par vengeance, pas pour rendre la douleur, mais pour protéger ce qu'il restait de moi. Je ne voulais pas devenir amère. Je voulais être plus juste envers moi-même. En rentrant à l'auberge, je me suis arrêtée dans une petite épicerie et j'ai acheté un pot de confiture de lait. C'était futile, mais ça me rappelait l'enfance. Un temps où je croyais encore que les gens prenaient soin les uns des autres naturellement. De retour dans ma chambre, je me suis assise sur le lit et j'ai mangé la confiture avec une cuillère en plastique fournie avec. Et j'ai souri toute seule. Parce qu'à cet instant, je prenais soin de moi. Je me suis couchée tôt. Le carnet était sur la table, la plume posée dessus. Le téléphone, dans le sac, éteint. J'ai dormi sans penser à ce qu'il dirait, sans peur de passer pour égoïste, parce que je savais que j'étais la seule à pouvoir décider quand il serait temps de rentrer. Et pour l'instant, ce moment n'était pas encore arrivé. Le lendemain, il faisait plus frais. Je me suis réveillée avant que l'alarme ne sonne, même si je n'en avais pas programmé. J'avais la tête pleine, mais pas comme avant. Mes pensées étaient les plus claires, comme si le poids s'allégeait peu à peu. J'ai pris une douche, enfilé un pull en laine, et je suis descendue prendre le petit déjeuner. La réceptionniste m'a salué calmement, comme toujours, sans chercher à discuter. Cet environnement sans pression était exactement ce dont j'avais besoin. En prenant mon café avec du pain et du fromage, je regardais par la fenêtre. Le ciel était couvert. Il allait pleuvoir. Mais j'ai décidé de sortir quand même. Je voulais marcher, mettre de l'ordre dans mes idées. Je suis remontée dans ma chambre, j'ai pris mon manteau et le carnet rouge, mis le tout dans mon sac et je suis partie sur le sentier découvert la veille. C'était une piste simple, jonchée de feuilles, avec des arbres de chaque côté. Il n'y avait personne. Et ça me faisait du bien. C'était l'opposé de ce que je ressentais chez moi, où j'avais toujours l'impression de devoir justifier mes faits et gestes. En marchant, j'ai repensé aux messages que j'avais reçus sans les ouvrir. Pauline m'avait envoyé plusieurs vocaux. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. Peut-être une explication, peut-être juste de la panique parce que j'avais disparu. Camille avait aussi écrit des messages courts, commençant par « Tati » et rien de plus dans l'aperçu. Ça tournait dans ma tête. Mais je n'avais toujours pas envie de répondre. J'en avais assez d'être celle qu'on appelle seulement quand tout va mal. Ça avait toujours été comme ça. Quand Camille avait fait une crise d'angoisse en 2e année de fac et qu'elle ne voulait pas en parler à ses parents, c'est moi qu'elle avait appelé. Quand elle avait raté un stage qu'elle voulait et qu'elle s'était enfermée dans sa chambre en pleurant, c'est moi qui étais venue la chercher. J'étais là quand personne ne savait quoi faire. Mais quand il s'agissait de célébrer, je disparaissais pour tout le monde. J'ai continué jusqu'à un banc en bois au bout du sentier. Je me suis assise, j'ai ouvert le carnet et j'ai écrit exactement ça. Je ne veux plus être celle qu'on appelle seulement quand tout s'effondre. J'ai écrit calmement, comme si je parlais à quelqu'un en face de moi. J'ai écrit que je ne suis pas faible parce que je suis fatiguée, que je ne suis pas méchante parce que je veux prendre mes distances, que je ne suis pas obligée de continuer à aider des gens qui ne me considèrent pas comme faisant partie de leur vie. Je suis restée là un moment, à écouter les sons de la nature. Ce n'était pas un silence total, mais un bruit qui ne dérange pas. Le froissement des feuilles, le chant des oiseaux, le murmure d'un ruisseau au loin. C'était différent du bourdonnement incessant de mon téléphone, des voix qui exigeaient des réponses, des demandes qui arrivaient sans ménagement. Je suis rentrée à l'auberge en fin d'après-midi. En entrant dans ma chambre, je me suis assise sur le lit et j'ai regardé mon téléphone. J'ai hésité à écouter les messages. Mais avant, je suis allée dans la salle de bain, je me suis lavé le visage et je me suis regardée dans le miroir. Pour la première fois, j'avais l'impression de bien me traiter. Je ne me reprochais pas de ne pas répondre. Je ne me sentais pas coupable. C'était nouveau, mais ça me rendait paisible. J'ai pris le téléphone, inspiré profondément, et écouté le premier message vocal. C'était Pauline. Elle parlait vite, d'une voix nerveuse. Elle disait qu'elle était inquiète,
que personne ne savait où j'étais, que Camille était bizarre depuis la remise des diplômes, qu'il s'était passé quelque chose dont elle ne voulait pas parler. À un moment, elle a dit « Tu as toujours tout réglé, Élise. On a besoin de toi maintenant. » J'ai arrêté le message. J'ai fermé les yeux. Pendant 1 seconde, j'ai senti de la colère. Toujours la même chose. Toujours ce « On a besoin de toi ». Jamais on n'a pensé à toi. Jamais tu nous manques parce que tu es importante. On ne se souvenait de moi que quand les choses tournaient mal. Peu importait si j'avais disparu par douleur, par tristesse, par fatigue. Ce qui comptait pour eux, c'était qu'ils avaient encore besoin de moi. J'ai éteint le téléphone. Je l'ai rangé au fond de mon sac. Et je suis restée là, assise sur le lit, la tête baissée. J'avais déjà trop pleuré les jours précédents. Maintenant, les larmes ne venaient plus. Juste un sentiment de vide, de déception. Je n'attendais plus de grandes excuses. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille encore un peu. J'avais besoin de me remettre. Cette nuit-là, j'ai encore écrit dans le carnet. J'ai écrit que le silence que je redoutais tant me faisait du bien, que le silence me traitait mieux que les mots hypocrites, que parfois, ne pas répondre était la seule réponse possible, que parfois, on se respecte davantage en choisissant le silence. J'ai éteint la lumière et je me suis couchée. La chambre était plongée dans le noir, avec juste le bruit léger de la pluie dehors. L'auberge était calme, et moi aussi. J'ai mis du temps à m'endormir, mais quand j'ai fermé les yeux, je n'ai pas repensé au fait où j'avais été oubliée, ni aux messages sans réponse. J'ai juste pensé que, pour la première fois, j'étais là où je voulais être, et que c'était plus que suffisant. Le lendemain, on a frappé à ma porte. Je me suis levée doucement, encore endormie. En ouvrant, c'était le propriétaire de l'auberge. Il s'est excusé et m'a dit qu'une femme avait appelé plusieurs fois pour parler avec moi. Il n'a pas donné de détails, juste dit que ça semblait important. Je l'ai remercié, j'ai refermé la porte et je suis restée immobile quelques secondes. Je savais déjà de qui il s'agissait. J'ai pris mon téléphone dans le sac et je l'ai allumé par curiosité. La première chose que j'ai vue, c'était un message de Camille. Court. Juste. « Tati, s'il te plaît, réponds-moi. » En dessous, un message vocal. Je ne l'ai pas écouté. Ce n'était pas le moment. Je fixais l'écran, le doigt tremblant. Ce n'était pas de la peur, c'était de la fatigue. Je savais que cet appel n'apporterait pas d'excuses sincères. Ce serait encore une urgence. Encore une fois, on m'appellerait parce que quelque chose de grave était arrivé. Je me suis assise sur le lit, j'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. J'ai repensé à tout. À chaque anniversaire que j'avais aidé à organiser, mais où je n'apparaissais sur aucune photo. À chaque nuit passée à veiller sur une fièvre. À chaque devoir que j'avais révisé avec Camille. Et j'ai pensé à la remise des diplômes, où personne n'avait pensé à moi. C'est là que j'ai compris, peut-être qu'il ne m'avait jamais vraiment vue. Je suis descendue prendre le petit déjeuner et je suis restée assise presque 1 heure. Il faisait gris, mais je ne voulais pas rester enfermée. J'ai pris mon sac et je suis sortie sans destination précise. J'ai marché jusqu'à une petite route qui sortait de la ville et menait à une zone plus rurale. Presque aucun véhicule ne passait. Je me suis assise sur un tas de pierres près d'une clôture de ferme et je suis restée là, en silence. À ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que tout ce que j'avais fait pendant ces années n'était pas une erreur. J'avais aimé sincèrement. J'avais pris soin d'elle. J'avais été là. L'erreur, c'était d'attendre de la reconnaissance de la part de gens qui n'avaient jamais appris à me regarder avec gratitude. Ils étaient habitués à me voir comme celle qui sert, qui règle les problèmes, qui est toujours prête. Pas comme une personne avec des sentiments, des limites, des blessures. Je suis restée là presque 2 heures. Quand je me suis levée, je sentais mon corps lourd, mais ma tête plus légère. Je suis rentrée à l'auberge à pas lents, sans me presser. En chemin, j'ai décidé qu'il était peut-être temps d'écouter ce qu'ils avaient à dire. Pas pour eux. Pour moi. J'avais besoin de savoir jusqu'où allait cette histoire. Dans ma chambre, je me suis assise sur le lit, j'ai pris le téléphone et j'ai écouté le message de Camille. Elle pleurait. Sa voix était faible. Elle disait qu'elle avait eu un accident de voiture avec son copain, qu'elle était à l'hôpital, que tout allait bien, mais qu'elle n'arrêtait pas de penser à moi depuis qu'elle s'était réveillée. Elle disait qu'elle était désolée de ne pas m'avoir invitée à la remise des diplômes, qu'elle n'avait pas réalisé à quel point c'était important, qu'elle comprenait maintenant et qu'elle avait besoin de me voir. J'ai fini d'écouter et je suis restée silencieuse. Le message était fort, mais je n'ai pas ressenti de soulagement. J'étais confuse. Parce que, même si j'avais encore de l'affection pour elle, il y avait aussi de la rancune. De la rancune d'avoir été effacée d'un des moments les plus importants de sa vie. Et ça, un message ne pouvait pas le réparer. J'ai pris le carnet rouge et j'ai écrit « Je ne sais pas si je pourrais pardonner maintenant, mais peut-être que je pourrais comprendre. » C'était la première fois que je l'admettais. Que peut-être, au fond, j'avais encore envie de me rapprocher, mais autrement, d'une manière nouvelle, d'une manière plus juste. Plus tard, j'ai reçu un appel. C'était Pauline. J'ai décroché. Sa voix tremblait. Elle m'a demandé où j'étais. Elle a dit que Camille était très secouée, qu'elle ne voulait pas manger, qu'elle ne demandait que moi, que les médecins s'inquiétaient pour son état émotionnel.
et que si je pouvais, elle aimerait beaucoup me voir. J'ai écouté en silence. Quand elle a fini, j'ai posé une seule question. Pourquoi je n'ai pas été invitée à la remise des diplômes? Il y a eu un silence de l'autre côté. Elle a essayé de dire que c'était un oubli, que tout était allé trop vite. Mais je l'ai interrompue. J'ai dit qu'elle n'avait jamais oublié d'envoyer les invitations pour le traiteur, le lieu, la décoration, les vêtements. Alors m'oublier, moi, ce n'était pas un accident. C'était un choix. Elle a pleuré, elle s'est excusée. Elle a dit qu'elle pensait que je ne voudrais pas venir, que comme on s'était un peu éloigné, elle avait cru qu'il valait mieux ne pas m'inviter pour éviter un malaise. Et là, j'ai tout compris. Ils m'avaient mise de côté parce que j'étais le miroir de ce qu'ils auraient dû faire. J'avais montré, tout ce temps, ce que c'était de prendre soin vraiment. Et ça les dérangeait. J'ai raccroché sans rien promettre. J'ai juste dit que j'allais réfléchir. J'ai fermé le téléphone et je suis sortie sur le balcon de la chambre. Le vent était plus fort. Le ciel commençait à s'assombrir. Je regardais les arbres bouger, et je me suis dit, peut-être que j'irai. Peut-être que je me montrerai. Mais pas pour sauver qui que ce soit, juste pour prouver que je suis encore là. Et que maintenant, c'est moi qui décide ce que je fais de ma présence. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec les idées plus claires. Ce n'était plus seulement de la tristesse. C'était un mélange de choses difficiles à expliquer. Un peu de colère, un peu d'affection encore, un peu de fatigue. Je me suis levée sans trop réfléchir, j'ai pris une douche, je me suis habillée lentement. Le ciel était encore couvert, et le vent semblait plus froid ce jour-là. Je savais que, si je voulais, je pouvais rester encore quelques jours. Mais quelque chose en moi me disait que l'heure de partir approchait. Je suis descendue prendre le petit déjeuner et je suis restée silencieuse, à regarder par la fenêtre. J'ai pris mon carnet et j'ai relu ce que j'avais écrit la veille. Les phrases sur la fatigue, sur mon besoin d'être vue, sur mon refus de continuer à éteindre les feux des autres. Tout avait encore du sens. Mais maintenant, il y avait un nouveau point. Quelque chose que je n'avais pas encore réussi à écrire, même après tout ça. Y avait-il encore de la place pour essayer? Je suis remontée dans ma chambre et j'ai commencé à ranger mes affaires. Pas à la hâte, mais avec détermination. J'ai plié mes vêtements, rangé les carnets, chargé mon téléphone. Quand j'ai fini, je me suis assise sur le lit et j'ai respiré profondément. Je savais que je ne rentrerais pas chez moi comme avant. Je savais que, même si je voyais Camille et que je parlais à Pauline, rien ne serait plus comme avant. Mais peut-être que c'était une bonne chose. Avant de partir, je suis passée à la réception de l'auberge et j'ai remercié le propriétaire. Il m'a souhaité bonne chance, avec un regard simple, sans envahir mon espace. Je suis montée dans la voiture et j'ai entré dans le GPS l'adresse de l'hôpital que Pauline m'avait envoyée la veille au soir. C'était à un peu plus d'1 heure de là. J'ai démarré et je suis partie. La route était calme, pleine de virages, mais sans circulation. En conduisant, je pensais à tout ce que je pourrais dire à Camille. J'ai pensé à lui demander pourquoi elle m'avait ignorée, pourquoi elle ne m'avait pas invitée. Pourquoi elle n'avait pas pensé à moi. Mais j'ai aussi pensé qu'elle ne saurait peut-être pas l'expliquer. Peut-être qu'elle ne faisait que reproduire ce qu'elle avait vu les autres faire. Peut-être qu'elle apprenait seulement maintenant, de la pire manière, que certaines personnes ne manquent que lorsqu'elles disparaissent. Je suis arrivée à l'hôpital en fin de matinée. J'ai garé la voiture, je suis entrée sans parler à grand monde, et je me suis dirigée vers l'accueil. J'ai donné mon nom, et la réceptionniste a tout de suite confirmé le numéro de la chambre. Elle m'a dit que Camille était réveillée, mais faible. J'ai monté les escaliers lentement, le cœur serré, mais les pas assurés. Chaque marche me rappelait un souvenir. Quand elle était petite et que je la portais en courant, quand elle me suppliait de ne pas partir, quand elle pleurait de peur de dormir seule. À son étage, j'ai croisé Pauline dans le couloir. Son visage était gonflé, avec des cernes profonds et les yeux rouges. Elle m'a prise dans ses bras sans rien dire. Je n'ai pas rendu l'étreinte avec force. Je suis restée immobile. Elle l'a senti et m'a lâchée. Elle m'a dit que Camille m'attendait. Elle m'a conduite jusqu'à la porte, l'a pointée du doigt, puis s'est écartée. Elle n'a pas voulu entrer. Peut-être par honte, peut-être par respect, j'ai ouvert la porte doucement. Camille était allongée, le bras immobilisé, des pansements sur le visage. Elle avait le regard dans le vide. Mais quand elle m'a vue, ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a essayé de se redresser, mais n'y est pas arrivée. Je me suis approchée, j'ai tiré une chaise, et je me suis assise près d'elle. Elle a murmuré mon nom, comme si elle n'arrivait pas à croire que j'étais là. Sa voix était faible. Elle m'a dit qu'elle était désolée, qu'elle ne savait pas comment réparer ce qu'elle avait fait, que ce n'était pas volontaire, qu'elle s'était laissée entraîner par les autres, qu'elle pensait que je ne voudrais pas venir. Je l'ai écoutée en silence. Je n'ai pas interrompu, je n'ai pas contredit, je l'ai laissée parler. Au bout d'un moment, j'ai pris la parole. J'ai dit que ce qu'elle avait fait m'avait blessée, que ce n'était pas seulement la cérémonie, c'était ce que ça représentait, c'était tout ce qui avait précédé et qui n'avait jamais été reconnu. J'ai dit que je m'étais sentie effacée, comme si toutes ces années à ses côtés n'avaient rien valu, et que ça faisait mal, que ça faisait encore mal.
Elle a pleuré. Elle s'est excusée encore. Elle a dit qu'elle n'avait pensé qu'à moi quand la voiture avait percuté, qu'elle avait eu peur de ne plus jamais me voir, qu'elle avait honte. Je n'ai pas promis de pardon, je n'ai pas dit que tout allait bien, mais je ne me suis pas levée pour partir. Je suis restée. Parce qu'une partie de moi croyait encore qu'elle pouvait comprendre, que peut-être, avec le temps, elle pourrait me voir comme celle qui avait toujours été là, et non comme celle qu'on appelle en cas de besoin. On est resté là, en silence. Un silence différent, pas celui qui fait mal, celui qui vient quand les mots s'épuisent, mais que la présence a encore du sens. J'ai tenu sa main quelques minutes. C'était la même main que j'avais tenue quand elle avait de la fièvre, quand elle était tombée de vélo, quand elle avait peur d'aller à l'école. Je me suis levée, j'ai ajusté son drap et j'ai dit que je reviendrais le lendemain. Elle a souri faiblement et m'a remerciée. Je suis sortie sans me retourner. Dans le couloir, j'ai croisé Pauline, qui voulait parler, mais n'a rien dit, et je ne me suis pas arrêtée. En sortant de l'hôpital, je suis montée dans la voiture et je suis restée quelques minutes immobile au volant. J'ai regardé devant moi et j'ai pensé, peut-être que c'est le début de quelque chose de nouveau, mais maintenant, à ma manière. Sur le chemin du retour, je ne suis pas rentrée directement chez moi, ni à l'auberge. J'ai garé la voiture près d'un parc que j'avais vu à l'entrée de la ville et je me suis assise là, à regarder les arbres bouger. Le ciel était toujours couvert, mais ça ne me dérangeait plus. J'étais en paix, pas à cause de ma conversation avec Camille, mais à cause de la façon dont j'avais géré les choses. Pour la première fois, j'étais allée dans un endroit difficile par choix, pas par obligation. J'ai ouvert le carnet rouge et j'ai écrit « Je suis venue parce que je l'ai voulu, pas parce qu'on attendait que je vienne ». J'ai aussi écrit que je n'étais pas encore prête à rentrer chez moi, que ma place, maintenant, était là où je me sentais entière, là où je pouvais respirer sans attendre une demande d'aide toutes les 5 minutes, là où ma présence n'était liée à aucun rôle, aucun problème, aucune urgence. J'ai repensé à tout ce que j'avais construit avec Camille, depuis le moment où elle avait appris à lire jusqu'aux fois où elle venait juste pour discuter. Tout ça était vrai. C'est pourquoi ça faisait si mal quand elle m'avait exclu de sa remise des diplômes. Mais c'est aussi pourquoi je ne voulais pas effacer tout ce qui avait eu lieu avant. Je voulais juste comprendre où je m'étais perdue en chemin, et où elle s'était perdue aussi. Je suis rentrée à l'auberge en fin d'après-midi. J'ai pris une douche, mangé quelque chose de léger, et je me suis assise sur le lit pour regarder les notifications sur mon téléphone. Il y avait d'autres messages de Pauline. Certains étaient des excuses, d'autres tentaient de me convaincre de retourner à l'hôpital. Mais je n'ai pas répondu. Ce n'était pas le moment de régler quoi que ce soit avec elle. Pas encore. Ma relation avec ma sœur était plus compliquée. Il y avait des choses qui allaient au-delà de la remise des diplômes, au-delà de Camille. Avec Camille, c'était différent. Dans ses yeux, j'avais vu un remords sincère. Ce n'était pas parfait. Ça ne résolvait pas tout, mais c'était réel. Et c'était déjà plus que ce à quoi j'étais habituée. J'ai pensé à retourner la voir le lendemain. Peut-être que oui, peut-être que non. L'important, c'était de savoir que la décision m'appartenait. J'avais le contrôle. Je décidais ce qui était juste pour moi. Et c'était nouveau. Pendant des années, j'avais laissé les autres choisir, toujours pour éviter les conflits, les drames, les déceptions. Et au final, c'était moi qui avais souffert. J'ai repris le carnet et j'ai écrit sur des projets. Cette fois, sur des plans. J'ai écrit que je voulais changer de maison, peut-être louer un endroit plus petit, plus loin du centre, plus proche de ce qui m'apaise. J'ai aussi pensé à chercher un cours, peut-être sur l'artisanat, la reliure, comme j'y avais déjà songé. C'était une idée simple, mais elle m'enthousiasmait. Je voulais construire quelque chose qui soit à moi. Un lieu, une routine, une joie qui ne dépende de personne d'autre que moi. En fin de soirée, je suis passée à la réception de l'auberge et j'ai payé pour 2 jours de plus. La réceptionniste m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose, et j'ai dit que non. Juste de repos. Elle a souri et m'a dit que j'avais l'air plus sereine qu'à mon arrivée. J'ai hoché la tête. C'était vrai. Pas parce que tout allait mieux, mais parce que j'avais changé ma façon de voir les choses. Je suis retournée dans ma chambre et je me suis assise sur le balcon. Il faisait froid, mais l'air frais me faisait du bien. Le ciel était toujours couvert, mais les lumières de la ville donnaient une ambiance différente. Comme si cette ville m'avait offert un espace que je n'avais jamais trouvé chez moi. Un endroit où personne n'attendait que je règle quoi que ce soit. Un endroit où j'étais juste une cliente, une femme ordinaire, vivant un jour à la fois. J'ai repris le téléphone et j'ai pensé à appeler Camille. Mais j'ai décidé de ne pas le faire. J'étais déjà venue la voir. J'avais écouté ce qu'elle avait à dire. Maintenant, c'était à elle. Si elle voulait vraiment reconstruire quelque chose avec moi, elle devrait le prouver par des actes. Les mots ne suffisaient plus. J'en avais trop entendu. J'ai fermé la fenêtre, je me suis couchée et j'ai regardé le plafond quelques minutes. Je me suis souvenue d'un moment, quand Camille était petite, où elle avait dessiné une maison en disant que c'était la maison de Tati Élise, et qu'elle vivrait avec moi pour toujours. Ce souvenir ne m'a pas fait pleurer. Il m'a juste montré à quel point tout avait changé. Les enfants grandissent. Les gens changent. Pas toujours comme on l'aurait voulu, mais moi aussi, j'avais changé. Et maintenant, je n'étais plus disponible pour qu'on m'utilise. Je n'allais plus me taire pour que les autres se sentent à l'aise. Je l'avais appris à la dure, mais je l'avais appris. J'ai éteint la lumière et j'ai dormi l'esprit tranquille, pas avec tout résolu, mais avec tout à sa place en moi. Je savais que ce que j'avais fait, je l'avais fait par amour.
et que ça ne faisait pas de moi une faible. Ça faisait de moi une humaine. Le lendemain matin, j'ai tout fait calmement. Je me suis réveillée avant l'alarme, même sans en avoir programmé. J'ai rangé le lit, je suis allée dans la salle de bain, je me suis lavé le visage et je me suis regardée dans le miroir un moment. J'étais encore fatiguée, mais d'une fatigue différente. Ce n'était plus le poids d'être ignorée, ni l'agacement d'être appelée seulement en cas de besoin. C'était juste mon corps qui demandait plus de temps pour s'adapter après tant d'années à me mettre en dernier. Je suis descendue prendre le petit déjeuner, je me suis assise à ma table habituelle et j'ai regardé par la fenêtre. Les gens de l'auberge commençaient à me reconnaître, mais personne ne venait me parler. Et j'aimais ça. Pour la première fois, j'étais dans un endroit où je n'étais pas définie par ce que je faisais pour les autres. Ici, personne ne savait pour Camille, pour Pauline, pour toutes les fois où j'avais été mise de côté. Ici, j'étais juste moi. Après le petit déjeuner, j'ai décidé d'aller me promener en ville. Je suis passée par la librairie que j'avais vue le premier jour. Elle était petite, pleine de vieux livres, avec une odeur de bois ancien. J'y suis restée presque 1 heure, à feuilleter des ouvrages, à lire des passages. À la fin, j'ai acheté un livre sur les relations familiales. Pas pour comprendre les autres, mais pour comprendre pourquoi j'avais supporté tout ça si longtemps sans rien dire. Je suis rentrée à l'auberge en début d'après-midi. En chemin, je me suis arrêtée dans un square et je me suis assise sur un banc. J'ai pris le carnet rouge et j'ai encore écrit. J'ai écrit que l'amour véritable ne se réclame pas, mais qu'il ne doit pas non plus être ignoré. J'ai écrit que je ne voulais plus être celle qu'on appelle seulement en cas d'urgence, que je méritais d'être dans la vie des gens quand tout va bien aussi, que je méritais d'être invitée pour célébrer, pas juste pour réparer. Pendant que j'écrivais, j'ai vu que mon téléphone vibrait dans le sac. Je l'ai ignoré. Je savais que c'était encore une tentative de Pauline. Elle avait l'habitude d'insister jusqu'à obtenir ce qu'elle voulait. Et moi, pendant des années, je cédais. Mais plus maintenant. En fin d'après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu, et c'était une infirmière de l'hôpital. Elle m'a dit que Camille avait demandé si je reviendrais, qu'elle était stable, mais encore très secouée, qu'elle ne se calmait que lorsqu'elle parlait de moi, et qu'ils essayèrent de l'aider à mieux accepter le traitement. J'ai remercié pour l'appel et j'ai raccroché. Je suis restée immobile, le téléphone à la main. Une partie de moi voulait retourner là-bas, une autre voulait rester. J'ai décidé de ne pas trancher tout de suite. J'allais dormir et y réfléchir le lendemain. Je ne voulais plus agir par impulsion, ni par culpabilité. Ce soir-là, je suis restée longtemps assise sur le lit, le nouveau livre ouvert et le carnet à côté. Je n'ai pas beaucoup écrit, juste 2 phrases. Aujourd'hui, on s'est souvenu de moi. Mais pourquoi? Parce qu'on m'aime ou parce qu'on a encore besoin de moi? J'ai fermé le carnet et j'ai respiré profondément. J'étais fatiguée d'être la solution. Je voulais qu'on se souvienne de moi parce que je suis importante, pas parce que je suis utile. J'ai dormi légèrement, le corps détendu. Et pour la première fois depuis mon arrivée dans cette ville, j'ai rêvé. J'ai rêvé de Camille, petite, qui me serrait fort dans ses bras en disant qu'elle ne voulait jamais que je parte. Je me suis réveillée avec cette image en tête. C'était un vieux souvenir, mais il m'a fait comprendre que, au fond, le lien entre nous existait encore. Il avait juste été malmené avec le temps. Et peut-être, avec du soin, il pourrait se reconstruire. J'ai pris le petit déjeuner, rangé mes affaires, fermé ma valise, et je suis passée à la réception. La réceptionniste m'a demandé si je voulais rester un jour de plus. J'ai réfléchi quelques secondes et j'ai répondu que non. J'ai dit que j'étais prête à partir. Elle a souri et m'a souhaité bonne chance. Je suis sortie de l'auberge avec un sentiment différent de celui de mon arrivée. Je ne fuyais plus. Je partais parce que je m'étais retrouvée ici. J'ai conduit en silence jusqu'à l'hôpital. Je me suis garée, j'ai respiré profondément, pris le carnet et je suis entrée. Je n'avais prévenu personne de mon arrivée. J'y suis juste allée. À l'accueil, on m'a dit que Camille était plus calme, mais qu'elle demandait encore beaucoup après moi. Je suis montée à son étage et j'ai recroisé Pauline dans le couloir. Elle a voulu parler, mais je ne lui ai pas laissé l'occasion. J'ai juste hoché la tête et je suis entrée directement dans la chambre. Camille était assise sur son lit, plus éveillée que la dernière fois. En me voyant, ses yeux se sont remplis de larmes. Je me suis approchée et je me suis assise sur la même chaise. Elle n'a rien dit. Elle a juste tendu la main. J'ai pris sa main et je suis restée là un moment. Au bout de quelques minutes, elle a commencé à parler. Elle a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi, qu'elle ne savait pas comment me demander pardon, qu'elle se sentait mal de m'avoir ignorée et qu'elle voyait maintenant à quel point elle avait été injuste. J'ai peu parlé. J'ai dit que je n'attendais pas des excuses parfaites, que ce qui comptait, c'était ce qui viendrait après, que le respect se construit avec des actes, pas avec des promesses. Elle a hoché la tête et a serré ma main plus fort. Et c'est là, dans cet échange silencieux, que j'ai senti qu'il était peut-être possible de repartir sur quelque chose de nouveau. Je suis restée à l'hôpital encore 1 heure. Après tout ce que Camille avait dit, il n'y avait plus grand-chose à ajouter à ce moment-là. J'ai écouté, j'ai dit ce que j'avais à dire, et j'ai clairement fait comprendre que je ne savais pas encore comment les choses évolueraient. Elle a compris. Elle n'a pas essayé de forcer quoi que ce soit. Elle a juste demandé que je revienne quand je me sentirais prête. Ça, venant d'elle,
C'était déjà plus que ce que j'imaginais recevoir. Je suis sortie de la chambre et je me suis dirigée vers la sortie de l'hôpital à pas lents. Dans le couloir, Pauline m'a regardée, mais n'a rien dit. Et moi non plus, pas par colère, mais parce qu'il n'y avait pas de place à ce moment-là. On devrait parler un jour, mais pas maintenant. J'avais encore besoin de distance pour pouvoir la regarder calmement. Dehors, le vent était plus fort. Je suis montée dans la voiture, je me suis assise et je suis restée immobile quelques minutes avant de démarrer. J'ai pris le carnet rouge une dernière fois et j'ai écrit une phrase courte. Je reconstruis. C'était tout. Mais c'était suffisant. Je suis rentrée chez moi le même jour, pas parce que la maison me manquait, mais parce que je savais que ce n'était pas l'endroit qui me faisait souffrir. C'était la manière dont les choses s'y déroulaient. Et maintenant, je revenais avec un regard différent. En arrivant, j'ai laissé ma valise dans un coin du salon et je suis allée directement dans la cuisine. J'ai préparé un café fort, je me suis assise à la table et j'ai regardé dans le vide. La maison était silencieuse. Personne ne m'attendait. Mais cette fois, je n'ai pas ressenti le vide d'avant. J'ai ressenti une présence. La mienne. Je suis montée dans ma chambre, j'ai pris une douche et j'ai enfilé des vêtements confortables. Ensuite, je me suis assise sur le lit avec le carnet sur les genoux et j'ai écrit encore. J'ai noté que je ne voulais plus vivre entourée de gens qui ne me voyaient que comme un soutien, que je n'étais plus disponible pour réparer ce que les autres cassaient, que si quelqu'un voulait ma présence, il devrait montrer qu'elle était bienvenue. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de Camille. Elle écrivait « Tati, merci d'être venue. Je ne le méritais pas, mais tu es venue quand même. Ça m'a beaucoup appris. Je suis là si tu veux parler. » Sans hâte. J'ai lu le message plusieurs fois. Je n'ai pas répondu tout de suite, mais je l'ai gardé parce que je sentais qu'il était sincère. Les jours suivants, j'ai commencé à réorganiser la maison. J'ai jeté de vieux papiers, nettoyé des tiroirs, trié des vêtements dans l'armoire. C'était comme si je me débarrassais du poids de ma vie, pas seulement de la maison. Chaque objet que j'enlevais était comme un morceau de rancune qui partait. Des choses que j'avais gardées par obligation, par souvenir, par culpabilité. Maintenant, je ne voulais que ce qui me faisait du bien. J'ai repris la cuisine tranquillement. J'ai recommencé à me promener seule dans le quartier. J'ai cherché des cours en ligne sur la reliure artisanale, la peinture, même le jardinage. Je voulais explorer d'autres facettes de moi. Des facettes que j'avais laissées s'éteindre pendant trop longtemps. Un samedi après-midi, Camille m'a appelée. J'ai répondu. Sa voix allait mieux. Elle m'a dit qu'elle sortirait de l'hôpital la semaine suivante et m'a demandé si elle pourrait me rendre visite après, quand elle serait plus en forme. J'ai dit oui, mais que je ne voulais pas de discussion forcée, ni de nouveau départ fin. Elle a acquiescé. Elle a dit qu'elle voulait faire les choses autrement, mais seulement si c'était sincère. Le même jour, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était la mère d'une ancienne camarade de Camille. Elle m'a dit qu'elle avait appris pour l'accident et que ça l'avait bouleversée. Et elle a dit quelque chose qui m'a marquée. J'ai toujours vu tout ce que tu as fait pour elle. Même sans être sa vraie mère, tu as été plus présente que bien des parents. J'ai remercié et raccroché, la gorge nouée. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un reconnaissait ça sans que j'aie à le dire. Je suis revenue au carnet et j'ai écrit « Je n'ai pas besoin de prouver ce que j'ai été. Mes actes parlent d'eux-mêmes. » Ensuite, j'ai fermé le carnet et je suis sortie me promener dans le parc près de chez moi. Le soleil perçait entre les nuages et des enfants jouaient dans le sable. Je me suis assise sur un banc et j'ai observé. En regardant les gens, j'ai pensé à tout ce qui avait changé. Pas seulement la façon dont Camille me voyait, mais la façon dont je me voyais moi-même. J'avais cessé de me considérer comme celle qui sert. J'avais commencé à me voir comme quelqu'un qui existe pour soi, qui mérite de l'affection, du respect, de l'espace. Plus tard, chez moi, je me suis assise pour écrire encore. Mais cette fois, je n'ai pas écrit sur la douleur, ni sur la rancune. J'ai écrit des projets. Petits, simples, mais miens. L'un d'eux était de faire un petit potager sur le balcon. Un autre, de commencer un nouveau journal, rien que pour les bonnes choses du jour. Et le plus important, m'éloigner de tout ce qui me faisait me sentir oubliée. Cette nuit-là, j'ai dormi le cœur léger. Et pour la première fois, j'ai senti que le pire était derrière moi. La douleur n'avait pas disparu, mais elle ne me contrôlait plus. Et pour moi, c'était déjà un nouveau départ. Camille est venue me voir 2 semaines après sa sortie de l'hôpital. Elle n'est pas arrivée avec des cadeaux, ni avec un discours préparé. Elle est venue avec le bras encore bandé, les cheveux attachés n'importe comment, et l'air de ne pas trop savoir comment se comporter. J'ai ouvert la porte, je l'ai laissée entrer, et je me suis assise sur le canapé comme si c'était une après-midi ordinaire. Elle a fait pareil, et pendant quelques minutes, on est resté là, silencieuse, à regarder le sol. C'est elle qui a parlé la première. Elle a dit qu'elle n'avait pas de mots pour exprimer ce qu'elle ressentait, qu'elle savait que le pardon ne viendrait ni vite ni facilement, mais qu'elle était là parce qu'elle voulait montrer qu'elle était prête à faire autrement. Je l'ai écoutée sans l'interrompre. Quand elle a fini, j'ai dit que je ne savais pas si les choses redeviendraient comme avant, mais que s'il devait y avoir quelque chose de nouveau, plus honnête, je pourrais essayer. Elle a hoché la tête, les yeux pleins de larmes. Elle n'a pas pleuré, moi non plus. Mais il y avait de la vérité dans ce moment, et ça suffisait. On a préparé un thé ensemble dans la cuisine. C'était simple,
Rien à voir avec les dîners que je faisais seule pour recevoir la famille. Cet après-midi, c'était juste ça. Une conversation légère, des questions sincères, des silences naturels. Quand elle est partie, elle m'a prise dans ses bras avec précaution et m'a dit « Merci de m'avoir donné cette chance ». Et j'ai répondu « Maintenant, c'est moi qui décide si ça continue ». Elle a souri, pas comme si elle avait gagné, mais comme si elle avait compris. Les jours suivants, la vie a été plus calme. Je me suis inscrite à un cours en ligne de reliure artisanale. J'ai commencé à fabriquer mes propres carnets. L'un d'eux est même devenu mon nouveau journal. Le carnet rouge était plein, et maintenant j'en commençais un autre, avec une couverture bleu foncé et des pages lisses. C'était symbolique. Un cycle qui se terminait, un autre qui commençait. Pauline a encore essayé de m'appeler pour parler plusieurs fois. J'ai répondu quand j'en avais envie, mais j'ai clairement dit que beaucoup de choses entre nous étaient encore brisées, et que ce n'était pas parce que j'avais pardonné à Camille que tout était oublié. Elle a compris, ou du moins, elle l'a dit. Et moi, cette fois, je m'en fichais de savoir si c'était sincère. Parce que maintenant, ce qui comptait, c'était ce que je ressentais, et non ce que les autres pensaient. J'ai reçu la visite de 2 vieilles amies avec qui je ne parlais presque plus. Pas par rancune, mais par manque de temps. Elles m'ont dit qu'elles me trouvaient différente, plus affirmée. Et pour la première fois, j'ai pris ça comme un compliment, parce que ce n'était pas de la dureté. C'était de la protection. J'avais enfin commencé à prendre soin de moi. J'ai fait de la place sur le balcon, et j'ai commencé à planter quelques herbes. Ciboulette, basilic, menthe, des choses simples. Chaque matin, j'arrosais avec soin. Et j'ai réalisé que ça, aussi petit soit-il, m'apportait de la paix. Parce que c'était à moi. Parce que ça ne dépendait de personne d'autre. Camille a commencé à m'envoyer des messages courts. « Salut, ta journée était comment? Je fais le gâteau que tu m'as appris. J'ai pensé à toi aujourd'hui. » Et je répondais quand je me sentais prête. Sans pression, sans obligation, juste parce que j'en avais envie. Un jour, elle m'a envoyé une photo. C'était le dessin de la maison qu'elle avait fait petite, celui où elle disait que je serais sa marraine à sa remise des diplômes. Elle l'avait gardé tout ce temps. Elle a écrit dessous « J'ai peut-être oublié ça pendant un temps. » Mais ce n'était jamais un mensonge. J'ai respiré profondément, j'ai sauvegardé l'image, et j'ai compris que certaines mémoires reviennent quand on leur laisse de l'espace. Aujourd'hui, en repensant à tout ce que j'ai vécu, je comprends que ma douleur n'était pas vaine. Elle m'a montré que j'existe au-delà du rôle qu'on m'a donné, que je suis plus que celle qui règle tout, que ma présence doit être respectée, pas juste utilisée. Peut-être que vous aussi, vous avez été mis de côté par des gens qui disaient tenir à vous. Peut-être qu'on ne vous a appelé que lorsqu'on avait besoin de vous. Et je veux vous dire une chose, vous n'êtes pas en tort si vous prenez vos distances. Vous n'êtes pas en tort si vous voulez qu'on se souvienne de vous quand tout va bien aussi. Et si vous voulez partager votre histoire dans les commentaires, n'hésitez pas. Parfois, dire à voix haute ce qu'on a gardé si longtemps peut aider plus de monde qu'on ne le pense. Et si vous ne voulez pas écrire, ce n'est pas grave non plus. Mais dites-moi, qu'avez-vous appris de cette histoire? Qu'est-ce qui vous a marqué après avoir tout entendu? La communauté qu'on construit ici est faite d'échanges, sans jugement, sans hâte, juste avec l'envie que chacun trouve sa propre façon de recommencer. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout avec moi. On se retrouve dans la prochaine vidéo.